Alexis Guilleux nous a rejoint pour le journal. Bonjour Alexis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un appel à témoins et une enquête sur les accusations de massacre à l'encontre de FARDC au Kasaï. Les autorités congolaises font finalement volte-face après la mise en ligne de vidéos mettant en scène ces tueries. La République démocratique du Congo, où l'ONU s'indigne après les violences commises ces derniers jours contre des églises à Kinshasa et à Lubumbashi. Au Congo-Brazzaville, les autorités ne s'opposent pas à une autopsie du colonel Tsuru, décédé vendredi, mais c'est la famille qui devra en faire la demande. Dans ce journal également, des wagons chinois retirés des rails camerounais. Ces voitures sont mises en cause dans l'accident qui a coûté la vie à 79 personnes au mois d'octobre. Et puis du football avec le derby de Lubumbashi, reporté pour la 3e fois pour des raisons de sécurité. RFI. Il y aura donc bien une enquête sur les massacres commis au Kasaï en République démocratique du Congo. Kinshasa conteste tout rétropédalage. Pourtant, c'est bien une marche arrière qui est opérée par les autorités congolaises. Elles ont cédé à la forte pression nationale et internationale après la mise en ligne de vidéos montrant des hommes en uniforme FARDC tirer sur des civils. Dans un premier temps, le gouvernement avait qualifié ces vidéos de montage grossier. Désormais, c'est un appel à témoins qui est lancé. Binta Diagne. Le gouvernement annonce qu'une commission d'enquête composée de hauts magistrats militaires va se rendre dans le Kasaï. Son but, clarifier les choses concernant des actes de violence révélés par 3 vidéos sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des vidéos qui montrent des hommes en uniforme tirer sur des civils et notamment des mineurs armés au mieux de bâtons. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, lance un appel à témoins. Quiconque à Mbujimaï ou à Kananga a été témoin ou victime des faits que l'on voit sur ces images est appelé à les dénoncer auprès des auditeurs supérieurs près les cours militaires supérieurs de Kananga et de Mbujimaï pour aider à la manifestation de la vérité. Pourtant, ces derniers jours, le gouvernement s'était montré hostile à l'idée de mener une enquête sur ces faits, au point de soulever la colère de la communauté internationale, à l'image du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui dénonce des violations massives des droits de l'homme commises à l'encontre, je cite, de personnes prises pour cible par des soldats pour leur affiliation supposée à une milice locale. Les Nations Unies, la France, l'Union européenne et même les États-Unis ont vivement condamné ces violences. Des violences en RDC qui touchent désormais les églises. Des attaques contre plusieurs paroisses ont été recensées ces derniers jours à Kinshasa et à Lubumbashi. Et cela alors que la SENCO peine à concrétiser les derniers points de l'accord politique signé par la majorité et l'opposition le 31 décembre. Pour le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper-Basse, ces attaques contre les églises sont intolérables. C'est avec beaucoup de consternation que nous avons appris cette récurrence de violence disant les églises catholiques en particulier, ici aussi bien à Kinshasa que dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. La responsabilité provient de la protection de ces édifices incombe aux forces de défense et de sécurité congolaises, auquel la MONUSCO apporte tout son soutien et nous pensons tout simplement que ceci est inacceptable. Au niveau de la MONUSCO, les dispositions qui sont prises, nous avons mis en œuvre des mécanismes qui nous permettent d'accroître nos patrouilles pour surveiller, monitorer un peu ces lieux de culte et au besoin apporter tout notre soutien aux forces de défense et de sécurité congolaises ou alors intervenir carrément pour pouvoir protéger ces lieux de culte. Un propos recueilli par Anne Kantner. Et toujours à propos de la RDC, plusieurs militants des mouvements citoyens ont été arrêtés à Kinshasa. Ils protestaient devant le siège de l'hôtel de ville contre l'insalubrité. La Lucha et le mouvement citoyen Il est temps dénoncent ces arrestations. Chiffre avancé par ces mouvements citoyens, 11 militants arrêtés. La police de son côté dit détenir seulement 7 personnes. Et puis 44 adeptes de la secte Bundu Dia Congo ont été transférés mardi à la prison militaire de Ndolo. Le siège de leur leader à Kinshasa est toujours assiégé et menacé d'un nouvel assaut. Selon une source sécuritaire, ces adeptes seraient accusés entre autres de troubles à l'ordre public et de détention d'armes. Au Congo-Brazzaville à présent, les autorités se disent favorables à une autopsie de Marcel Tsuru. Le colonel, ancien numéro 2 des renseignements, est décédé en détention vendredi d'un arrêt cardiaque. Depuis, l'opposition et plusieurs ONG exigent une autopsie. Le pouvoir est d'accord mais souhaite que cette demande soit formulée par la famille du colonel. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, assure que les autorités congolaises veulent être transparentes dans cette affaire. Je peux vous dire au nom du gouvernement que le gouvernement, si tel est le désir de la famille, est tout à fait favorable à ce qu'une autopsie soit réalisée sur la dépouille du colonel Tsuru. Pour des raisons tout à fait évidentes de transparence,
pour des raisons tout à fait évidentes, puisqu'il y a enquête. Mais il n'y a que la famille qui peut solliciter cela. La famille indiquera, nous l'espérons dans les toutes prochaines heures ou tout prochains jours, indiquera sa position et nous dira aux autorités compétentes, nous voulons ou nous ne voulons pas l'autopsie. Mais d'ores et déjà, je vous le confirme, le gouvernement est tout à fait favorable et ne s'opposera absolument pas à ce qu'une autopsie soit réalisée sur la dépouille de M. Msoura. Alors le lieu et la date de l'inhumation, le gouvernement, les autorités compétentes, nous sommes tous dans l'attente des échanges qui doivent se faire entre la famille et les autorités étatiques concernées par les dispositions à prendre. Thierry Mongala, propos recueillis par Loïcia Martial, le porte-parole du gouvernement congolais, a également appelé les avocats en grève à l'apaisement, à la sagesse et à la sérénité. En effet, depuis 3 jours, les avocats du barreau de Brazzaville et de Pointe-Noire ont arrêté leurs prestations. Ils protestent contre l'arrestation de l'avocat Ludovic Essou dans le cadre de l'enquête visant à déterminer les circonstances de la mort de Marcel Nsoroux. Sa garde à vue a été prolongée mardi de 48 heures. Au Burundi, un rapport fait état d'une situation alimentaire et humanitaire alarmante. Près de 3 millions de personnes étaient en situation d'urgence à la fin de l'année 2016. Le gouvernement refuse toujours de parler de famine. Face à la famine, justement, les Nations Unies lancent un appel à l'aide. D'ici à la fin du mois de mars, les agences de l'ONU ont besoin de 4 milliards de dollars pour endiguer cette famine qui touche le Yémen, le Nigeria, le Soudan du Sud et la Somalie. La Somalie où le nouveau président a été investi hier à l'aéroport de Mogadiscio. Mohamed Abdoulaye Mohamed a souhaité prévenir ses concitoyens. Sa marge de manœuvre est limitée face aux nombreux défis qui attendent le pays. Trouver des solutions prendra plus de 20 ans selon le nouveau chef de l'État somalien. À 5h37 en temps universel, la compagnie Camrail retire de la circulation des wagons chinois sur les rails camerounais. Ces wagons CSR ont pourtant été achetés il y a seulement quelques années, mais ils ont été mis en cause dans l'accident des ECA en octobre dernier. 79 personnes avaient alors perdu la vie dans un déraillement entre Yaoundé et Douala, même si pour le moment aucun lien entre la décision de retrait et cet accident n'a été clairement établi. Yann Kantner. Les fameuses voitures chinoises ont été retirées de la circulation. On leur préfère désormais des wagons français ou allemands, plus vieux mais plus efficaces. Interrogée sur un éventuel lien avec l'accident des ECA en octobre, l'entreprise Camrail élude et explique « Nous avons pris cette décision après avoir relevé des anomalies fin janvier. Les voitures achetées en Chine restent donc à l'arrêt. En attendant, dit Camrail, une reprise en main par le constructeur. Ces voitures sont au cœur de l'enquête sur le drame des ECA. Des employés de Camrail dénoncent depuis longtemps déjà des négligences, assurent que ces voitures chinoises freinent mal. Pour compenser, explique un syndicaliste, on avait pris l'habitude de mettre ces wagons au milieu du train et de les encadrer en plaçant des voitures françaises ou allemandes à l'avant et à l'arrière. L'un des experts ferroviaires mandatés par la justice camerounaise est arrivé à la même conclusion. Des défauts connus sur ces voitures chinoises qui, selon lui, mettent directement en cause la responsabilité de Camrail. Mais l'entreprise, elle, ne commente pas pour l'instant. Dans son rapport intermédiaire d'enquête, Camrail dit ne pas être en mesure de confirmer avec certitude les causes de l'accident et demande une expertise internationale. Le Cameroun, qui a rapatrié de force plus de 500 réfugiés nigérians installés dans la province de l'extrême nord. Une décision qui inquiète le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Selon le HCR, 313 demandeurs d'asile ont été rapatriés. Le gouvernement camerounais justifie cette décision par crainte d'attaque de Boko Haram. Dans cette région de l'extrême nord du Cameroun, un civil a été tué dans un attentat suicide dans la localité d'Amchidé, à la frontière avec le Nigeria. 2 personnes ont également été blessés dans l'explosion. C'est un coup d'arrêt pour l'administration Zuma. Un juge a retoqué la décision de l'Afrique du Sud de quitter la Cour pénale internationale. Une décision jugée inconstitutionnelle car elle doit être au préalable validée par le Parlement. L'Afrique du Sud avait fait ce choix à la suite de la polémique née de la non-arrestation du président soudanais Omar el-Béchir sur le sol sud-africain, lui qui est visé par un mandat d'arrêt international émis par la CPI. Le gouvernement sud-africain qui par ailleurs a présenté son projet de budget 2020.
2017. Le ministre des Finances a dévoilé plusieurs hausses d'impôts afin de réduire les inégalités, avec un grand projet, l'instauration d'une nouvelle taxe à 45% pour les plus hauts revenus. Au Gabon, Jean Ping soutient sans réserve les manifestations de lycéens, des marches dispersées lundi par la police. Ces lycéens demandent le paiement de bourses et la reprise des cours, alors que le pays est paralysé par une grève des enseignants, des professeurs en grève depuis l'automne dernier pour demander le paiement d'arriérés de primes. On part à présent pour le Tchad, Alexis, où une nouvelle circulaire suscite la colère des syndicats. Un texte qui prévoit le gel des avancements des fonctionnaires, indignation des syndicalistes qui ont suspendu leur grève entamée jusqu'au début du mois de mars. Qui ont suspendu leur grève donc jusqu'au début du mois de mars, cette grève entamée il y a plusieurs mois, qui a considérablement bloqué le fonctionnement des administrations publiques, et les négociations avec le gouvernement n'avancent pas. Les syndicats n'hésitent pas à parler de provocation des autorités. Madjes Ranako. Les syndicats ont suspendu leur grève jusqu'au 6 mars prochain, espérant que les négociations avec le gouvernement permettraient le retrait des décrets qui réduisent les indemnités des fonctionnaires et le droit de grève. Mais depuis, les négociations n'ont pas évolué. Cette semaine, c'est une circulaire du Premier ministre qui annonce le gel des effets financiers des avancements. En français facile, les fonctionnaires qui devraient avoir des augmentations pour leur ancienneté au sein de la fonction publique ne l'auront pas pour le moment. Le temps pour le gouvernement de finir un audit général des diplômes pour maîtriser les effectifs et la masse salariale de la fonction publique. La circulaire a fait bondir les syndicats qui parlent d'une autre provocation de la part du gouvernement et demandent, je cite, l'annulation pure et simple de cette circulaire. L'Union des syndicats du Tchad, qui a convoqué une réunion ce jeudi pour répondre au chef du gouvernement, estime qu'à cette allure, elle risque de bloquer à nouveau l'administration publique d'ici le 6 mars. Madjes Ranako, N'Djamena, RFI. Les violences intercommunautaires sont de plus en plus fréquentes au Darfour. C'est le constat dressé par un haut responsable des Nations Unies qui s'est rendu dans la région la semaine dernière. Il fait état de la poursuite de violences meurtrières malgré le cessez-le-feu décrété par le gouvernement. Selon ce responsable, la situation est exacerbée par l'impunité générale et la faiblesse de la justice et de l'état de droit. En Centrafrique, le désenclavement de l'arrière-pays est l'un des principaux enjeux des prochaines années. Aujourd'hui, plusieurs régions restent très éloignées les unes des autres, la faute à un réseau routier très dégradé. Après la conférence des donateurs à Bruxelles au mois de novembre, la Banque mondiale finance actuellement les travaux sur une route près de 300 km entre Kagabandoro et Ndélé. Reportage à Kagabandoro, Édouard Dropsy. Ils sont une cinquantaine à pelleter pour creuser des rigoles et boucher les trous de cette piste défoncée. Nous sommes à quelques kilomètres de Kagabandoro, dans le nord du pays, et dans plusieurs mois, cette ville pourra de nouveau être reliée à Ndélé, une préfecture importante de l'Est. En tout, ce sont plus de 300 kilomètres qui vont être réhabilités pour permettre de réemprunter cet axe, aujourd'hui impraticable en saison des pluies et principale voie d'acheminement des marchandises venues du Tchad voisin. Pour Jean-Christophe Carré, le représentant de la Banque mondiale en Centrafrique, c'est un premier pas sur les 500 millions de dollars qu'a promis son institution à Bruxelles en novembre dernier pour le développement du pays. Ça, c'est un premier projet d'urgence qui combine déjà des travaux civils avec toujours l'aspect social et la distribution de travaux temporaires. Mais nos équipes transport, après cette première phase pilote, vont passer à une phase où les travaux seront un peu plus lourds. Mais quand on va rester sur une piste, mais on va la traiter avec des graviers, on va faire des travaux de drainage, on va la profiler de telle sorte qu'elle puisse accueillir un trafic qui n'est pas très fréquent et qu'elle puisse surtout être maintenue. Pour la Banque mondiale, investir à l'Est est une priorité, malgré une situation sécuritaire qui demeure très instable dans ces régions toujours occupées par l'ex-Séléka. Édouard Dropsy, de retour de Kagabandoro, RFI. Toujours en Centrafrique, 4 casques bleus ont été blessés mardi dans la région de Bambari, dans le centre du pays, lors de heurts entre deux factions de l'ex-Séléka. La MINUSCA annonce d'ailleurs avoir obtenu le départ d'Ali Daras de cette ville de Bambari pour mieux protéger les habitants. La mission des Nations Unies dit à présent veiller pour que celui qui est un ancien commandant de la Séléka ne constitue une menace pour les civils dans une autre région du pays. Les Nations Unies saluent l'implication de pays voisins de la Libye pour trouver une solution à la crise politique et sécuritaire. Martin Kobler, l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays, se félicite des manœuvres menées par la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, dont plusieurs responsables se sont réunis dimanche à Tunis. En début de semaine, ces pays préoccupés par l'insécurité dans la région ont signé une déclaration afin de poursuivre les efforts
en vue d'une réconciliation globale en Libye et pour refuser toute solution militaire. On termine par un rendez-vous raté en football. Les amateurs de foot à Lubumbashi devront attendre encore un peu. Le derby de la grande ville du sud de la RDC a de nouveau été reporté, cela pour la 3e fois. Il devait avoir lieu aujourd'hui. Le match entre Lupopo et le tout-puissant Mazembe est pourtant attendu par les supporters. C'est la décision de la mairie qui invoque des raisons sécuritaires. Pour le tout-puissant Mazembe, c'est aussi une rencontre de préparation en moins à 3 semaines d'un match coup près en Ligue des Champions. Pascal Mangala. Énième report, le 3e pour être précis, le derby Lupopo-Mazembe de ce jeudi 23 février renvoyé à plus tard. Comme les 2 précédentes fois, c'est dans une lettre du bureau de la mairie de Lubumbashi que le président de la Ligue nationale de football a été instruit. La cause, la situation sécuritaire préoccupante dans la ville de Lubumbashi, selon l'esprit de cette lettre datant du 22 février. Ce qui est une violation des dispositions réglementaires qui veulent qu'un report soit prononcé au moins 48 heures avant. Une situation qui ne fait que compliquer la tâche à l'organisateur, obligé de clôturer le championnat au plus tard le 31 mai 2017. Bien pire pour les clubs, Mazembe en l'occurrence, engagés en Ligue des Champions. Cette mesure est pour les Corbeaux un ralentissement de leur préparation déjà suffisamment perturbée avec la suspension du championnat pendant 2 mois par le ministère national des Sports. Du côté de Lupopo, on voudrait bien en finir, et ce malgré la fuite des joueurs vers la Zambie, soit 3 cadres majeurs, dont le buteur maison Mugalu Muchimba. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI. 7h46 à Lubumbashi, vous retrouvez Nicolas Brousse. C'était le journal d'Alexis Guilleux sur RFI. Afrique Matin sur RFI. Nicolas Brousse. Dans quelques minutes, reportage en Guinée. Première illustration d'un dossier à suivre toute cette fin de semaine sur les règles féminines, un sujet encore bien souvent tabou. C'est que s'il y a un homme à côté, on préfère ne rien dire. On n'en parle pas. Même à bas âge, on ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Sur couche de la société ivoirienne, le mécontentement monte et s'exprime. S'agit-il d'une crise profonde et durable ou simplement passagère? Le président Alassane Ouattara n'est-il pas isolé? Pour répondre à ces questions, Jean-Jacques Louarn, vous recevez ce matin Venance Conan, journaliste et écrivain. Venance Conan, bonjour. Bonjour. Des gendarmes, des militaires qui se mutinent à travers le pays, des journalistes emprisonnés arbitrairement, des pompiers dans l'Est qui bloquent la circulation, des élèves à Bouaké qui descendent dans la rue, des fonctionnaires en grève en janvier et qui menacent de reprendre leur mouvement, des producteurs de cacao qui eux aussi manifestent et donc j'en passe. La Côte d'Ivoire va mal? Oh, je ne dirais pas qu'elle va mal. Je dirais qu'elle traverse une zone de turbulence. Du côté des militaires, je crois que les choses se sont calmées. Du côté des fonctionnaires, je dirais que c'est un peu normal qu'ils revendiquent. C'est le rôle des syndicats. Ils doivent négocier à nouveau avec le gouvernement. Et c'est vrai que tout cela arrive à un moment où la conjoncture n'est pas des meilleures. Dans son rapport annuel 2016-2017, Amnesty International pointe la Côte d'Ivoire. Répression de manifestations interdites, droits humains relégués au second plan, des journalistes arrêtés, on en a parlé. Donc il y a vraiment effectivement une zone de turbulence actuellement. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la protection des droits humains, je dirais qu'on peut faire mieux. Certaines choses qui ne vont pas, il y a encore effectivement des efforts à faire, je suis d'accord avec vous. Concernant l'arrestation des journalistes, ça aussi je l'ai déploré. Je pense que ça envoie toujours des mauvais signaux. Alors des militaires qui se rebellent contre l'autorité, c'est la preuve que cette autorité, ne fait pas peur ou ne fait plus peur et que personne n'a senti le vent venir, ce qui est grave en quelque sorte. Oui, il faut dire que nous vivons les séquelles de la crise aussi. Pour venir à bout du régime de Laurent Gbagbo, il a fallu faire venir des gens qui n'avaient pas eu une vraie formation militaire. Au niveau de l'éthique, au niveau de la formation, il y avait beaucoup de choses à revoir. Bon, visiblement, il y a encore du travail à faire à ce niveau. Les forces spéciales, c'est quand même une unité d'élite. C'est ce qui est le plus choquant. On leur a fait comprendre que tout le monde peut jouer à ce jeu, mais pas eux. Mais je crois que c'est un problème d'autorité de façon générale en Côte d'Ivoire, qui vient de loin. On a besoin d'une plus forte autorité, effectivement, je suis d'accord avec vous. Lorsque les forces spéciales entrent dans la danse, ce n'est pas un bon signe. Autre fait inquiétant, une gendarmerie a été attaquée dans la nuit de lundi à mardi, pas très loin d'Abidjan, par des assaillants pour l'instant non identifiés qui ont emporté des armes. Ces attaques posent toujours le problème des armes qui circulent encore dans le pays depuis plus de 5 ans maintenant. On avait cru
que les choses soient rentrées dans l'ordre, mais ça montre qu'on a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la sécurité. Mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup d'armes qui circulent. Il y a de quoi s'inquiéter. Ça tombe assez mal au moment où l'armée traverse cette crise-là. Alassane Ouattara n'est-il pas isolé? Mesure-t-il, selon vous, la profondeur du malaise social, pour ne parler que du social? Je crois que oui. Je crois que suffisamment d'hommes sur le terrain qui nous remontent les informations. Je crois qu'il a pleinement conscience. Notre problème, c'est que les attentes étaient tellement fortes pour les satisfaire, c'était pas simple. Et on a reproché au pouvoir de M. Ouattara de faire beaucoup plus de la macroéconomie que de la microéconomie. Mais je dirais pour faire la micro, il faut d'abord passer par la macro. Si on veut par exemple que l'électricité arrive dans les plus petits hameaux, il faut d'abord qu'on construise des barrages. Mais comment on veut que les paysans évacuent ses produits s'il n'y a pas de route? Comment est-ce qu'on veut que le paysan puisse évacuer sa femme qui doit accoucher s'il n'y a pas une route qui le relie à un centre de santé? Donc il y a eu d'un premier temps des investissements dans ces infrastructures-là. Et maintenant, oui, il faut que ça touche le commun des Ivoiriens, faire en sorte que la croissance touche maintenant toutes les couches de la population, surtout les plus défavorisées. Mais venons ce qu'on en regardait le secteur du cacao qui est en crise, environ 20 000 tonnes de cacao sont bloquées au port de San Pedro et d'Abidjan. Les récoltes ne s'écoulent plus et les producteurs s'appauvrissent. Vous avez raison. Et il y a des mécanismes de stabilisation qui ont été mis en œuvre et on espère que ça va se faire rapidement pour que les paysans puissent ne pas trop perdre. On avait connu ça dans le temps avec sous Boigny. Bon, j'espère qu'on a tiré les leçons et que les spécialistes savent maintenant comment s'en sortir. Donc pour vous, c'est clair, la Côte d'Ivoire traverse ce que vous avez appelé une zone de turbulence. La Côte d'Ivoire n'est pas sur une pente, disons, glissante, inquiétante. Non, il faut être optimiste. Moi, je suggère, c'est qu'il y ait peut-être un événement pour qu'on discute, on trouve un moyen cadre où le dialogue va s'instaurer, où les autorités vont écouter les uns les autres pour sortir rapidement de cette crise passagère-là. Je pense qu'il y a une nécessité d'instaurer un dialogue, écouter les uns les autres. Venance Conan, merci. Venance Conan, journaliste et écrivain, répondait à Jean-Jacques Louarn. Un entretien à retrouver quand vous le voulez et en intégralité sur notre site internet rfi.fr.